Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bien, écoutez, par respect pour ceux qui se connectent à l'heure, nous allons démarrer. Bonjour à tous, je suis Bertrand Pinault, donc délégué général de Mercatel, et je suis heureux de vous accueillir sur ce webinaire avec nos partenaires SSP, SSP Collect et Alliance. Je reviendrai après sur les noms des personnes qui vont intervenir sur un sujet ambitieux, B2B, B2C, quand les moyens de paiement et risques convergent. On est dans un univers en cette fin d'année 2022 où la situation économique est pas forcément très facile. On est dans un monde des paiements qui plus est complexe, en pleine évolution. Là aussi où les frontières se brouillent, c'est un peu le sujet de notre webinaire du jour. Frontières entre les banques, les nouveaux acteurs de paiement favorisés par la DSP2 notamment. Il y a les frontières des comportements d'achat de nos clients qui vont aussi bien avec l'aide, enfin ça faisait longtemps que c'était démarré, mais la mixité des parcours proxy e-commerce s'est renforcée, on va dire. On a aussi des frontières qui se brouillent dans les modes de paiement entre les cartes, les virements, les prélèvements, le BNPL. Tout un univers de moyens de paiement pas forcément nouveaux, mais qui prennent parfois des nouveaux noms. Et puis frontières B2B, B2C. Frontières B2B, B2C qui c'est le sujet du jour. Et voilà, dans tous ces sujets complexes, c'est le rôle effectivement de notre association de Mercatel de décrypter avec vous ces sujets, de les simplifier si possible au profit de vos développements et de vos parcours clients innovants. Donc le marché B2B, on le traite assez rarement, mais c'est vrai qu'il est considérable. Vous en verrez quelques chiffres plus loin. Personnellement, j'en citerai deux là qui n'ont pas été cités dans la presse, que vous verrez après, qui sont récents, qui sont issus du baromètre trimestriel de la FEVAD sur le e-commerce B2B. Au premier semestre 2022, c'est plus 16% pour le B2B. Dans un moment où effectivement on voit plutôt se tasser les ventes B2C, notamment de produits. Le B2C est tiré par les services, mais en termes de produits, ça a plutôt tendance à atterrir, on va dire. On était habitué à des croissances à deux chiffres, c'est plus le cas. Donc plus 16% pour le B2B et ça représente des croissances de plus 94% sur les 5 dernières années. Donc on voit également de nouveaux usages dans le B2B qui se rapprochent des usages B2C. L'usage du mobile, il est émergent, mais il est présent. Les solutions BNPL pour B2B, les places de marché, il y a des tas de sujets qui étaient historiquement plutôt B2C, mais qu'on retrouve maintenant très largement dans le B2B, avec des différences majeures, on le verra, et notamment sur les prix, les modalités de paiement, les circuits de validation des achats, etc. Et donc, c'est l'objet de ce webinaire, de vous montrer à la fois les convergences, mais aussi les spécificités, notamment dans la gestion du risque. C'est important, la gestion du risque. Et puis, c'est au cœur de beaucoup de bouleversements dans les paiements. Je l'ai dit un petit peu au début, à la place des paiements innovants, des solutions account to account, comme on dit, mais qui nécessitent encore souvent un habillage. Et un habillage de service, spécialement dans le B2B, dans la mesure où le paiement n'est qu'une partie du parcours, qui peut inclure différentes modalités, des délais de paiement, de la gestion du risque ou encore du recouvrement, c'est ce qu'on verra. Et pour parler de tous ces sujets, je vais laisser la parole à Gilles Abitbol de Alliance Trade, qui va nous décrire plus finement les évolutions du marché B2B. Ensuite, Mehdi Tazi, qui est de SSP, nous parlera des solutions pour réduire le risque et les paiements compte à compte. Et puis enfin, en cas de problème, nous aurons Yann Duchemin, toujours SSP, mais SSP Collect, qui présentera la manière de gérer efficacement le recouvrement. Voilà. Et puis Charlotte, que vous connaissez bien, et moi-même, on assurera l'animation, les relances, les passations de parole de ces 4 intervenants. Et je vous souhaite sur ce un très bon webinaire. Et je laisse la parole à mon voisin Gilles. Merci Bertrand. Très belle introduction. Tu as posé l'ensemble des sujets, je pense, qu'on va pouvoir développer durant ce webinaire. Donc, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Donc, je suis Gilles Abitbol. Je suis en charge des partenariats digitaux et du développement des solutions e-commerce au sein d'Alliance Trade. Alliance Trade, c'est le leader français et mondial des solutions d'assurance crédit. L'assurance crédit, c'est protéger les entreprises contre les risques d'impayés. Donc, notre vocation, c'est vraiment de couvrir les entreprises de ces risques d'impayés qui peuvent survenir lorsqu'elles
lorsqu'elles font du commerce, donc lorsqu'elles accordent du crédit interentreprise, le crédit interentreprise représentant des volumes conséquents en France, plus de 700 milliards d'euros, c'est 3 fois plus que le crédit court terme. Donc, Allianz Trade est aussi un groupe très innovant aujourd'hui sur le monde du e-commerce, puisqu'en fait, on accompagne l'évolution et les mutations de ces échanges commerciaux. On a adapté notamment nos solutions et notre accompagnement pour les entreprises de e-commerce et les marketplaces. Donc, on a adapté nos modèles assurantiels pour les plateformiser, pour en faire des API et pour le coup, pour rendre plus fluide l'expérience des clients et mieux les accompagner et surtout mieux les couvrir. Donc ça, c'est notre vocation et j'ai envie de faire le lien surtout avec le sujet d'aujourd'hui. C'est vrai qu'Allianz Trade est un observateur privilégié justement de l'évolution du e-commerce B2B. Allianz Trade intervient en B2B. On est un observateur privilégié. On a constaté depuis plusieurs années ces mutations dans les échanges commerciaux dans le secteur du B2B et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un essor considérable des volumes d'affaires de la vente en ligne B2B. C'était déjà une tendance depuis plusieurs années, mais ça s'est confirmé notamment depuis la crise Covid. Il y a eu une accélération des volumes du e-commerce en ligne. Aujourd'hui, en 2022, on est à plus de 140 milliards d'euros sur ces volumes de transactions, avec des croissances de plus de 39% prévisionnelles à 3 ans. Donc, on constate vraiment un essor et on peut même aller à se demander est-ce que le e-commerce B2B n'est pas le nouvel Eldorado? Alors, est-ce que c'est un mythe, une réalité? On va voir aussi quelles sont les contraintes sur l'entrée des acteurs sur ce marché du e-commerce B2B si elles n'étaient pas déjà présentes. Et puis, quelles sont les perspectives? Et surtout, ce qu'on a pu observer, c'est que à travers cet essor du e-commerce, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont tractés, qui sont dans le sillon de cet essor du e-commerce, et notamment des nouveaux acteurs du paiement, des nouveaux acteurs du financement qui viennent disrupter les acteurs historiques de ce secteur en apportant de nouveaux services, une nouvelle expérience, une nouvelle UX et surtout l'amélioration de la data, ce qui peut permettre également à des acteurs comme des assureurs de venir améliorer leur accompagnement grâce à ces données. Donc là, il y a quelques chiffres que vous voyez ici présents. Et puis, ce qui est important aussi, c'est qu'on analyse côté e-commerçant, donc les marchands qui se lancent dans la vente en ligne, et on analyse également la partie acheteur. Il y a ces deux axes qu'on peut analyser dans cet essor. Sur la slide d'avant, en fait, on voyait la part que représentent les achats B2B en ligne. Aujourd'hui, on en est à un quart des achats se fait en ligne en B2B. Demain, en 2025, on sera à un tiers. À titre de comparaison, le 130 2022, c'est combien là? 140. 140 en e-commerce B2C, on est plutôt autour de 120. Hein, on a largement développé. Donc tu fais très bien le lien, justement, c'est le lien avec la slide d'après. C'est pour comparer la taille du marché B2C à celle du B2B. Et on s'aperçoit que le B2B est quasiment 1,5 fois plus grand. Donc le marché B2C est déjà très mature, conséquent. Et le B2B, peut-être moins de maturité, mais déjà des volumes de transactions plus importants. Et c'est ça qui attire aussi les acteurs à aller vers ce marché-là. Alors, quels sont ces acteurs? Il y a les acteurs du B2B historique qui ont déjà une activité physique, une activité de vente traditionnelle et qui se lancent et qui développent leur activité en ligne. On peut citer des grands acteurs comme Bricoman, comme Manitou, qui vraiment mettent l'accélérateur sur le développement de ces canaux en ligne. Il y a aussi des acteurs qui viennent du B2C et qui vont vers le B2B parce que se disent c'est une manne. On parlait d'Eldorado tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment un Eldorado? En tout cas, on voit que les paniers d'achat sont 30 fois plus importants. On peut aussi attirer de nouveaux clients, des capacités d'attraction et de rétention sur le commerce en ligne B2B qui fait que de nouveaux acteurs arrivent et notamment des acteurs qui venaient du B2C qui se disent il y a une part de marché à prendre en B2B, on s'y lance. Là, je pense par exemple à des acteurs, on accompagne un acteur qui est dans le matériel de déguisement. Alors oui, c'est fun et c'est un petit peu dans des secteurs qu'on connaît un petit peu moins et ça marche bien et se dit j'ouvre aussi aux acteurs du B2B qui peuvent organiser à travers d'events, qui peuvent avoir besoin de déguisement. Oui, il y a des cas qu'on cite aussi, c'est Discount Pro, enfin Fnac Pro, Amazon Pro, ils ont tous, beaucoup ont ouvert une partie pro qui répond à des besoins B2B
avec forcément des parcours un peu différents. Absolument. Et je rebondis sur ta remarque, c'est qu'aujourd'hui, toute entreprise, quasiment, on cherche les secteurs finalement qui ont eu la plus forte accélération dans le B2B, et en fait, ça touche tous les secteurs. Aussi bien le commerce de gros que l'agroalimentaire, que les industries, la santé. Alors certes, il y a eu des secteurs qui ont eu une plus forte accélération pour rattraper un retard. Donc elles ont travaillé sur cette transformation digitale qui est essentielle. D'ailleurs, il y a une étude de McKinsey qu'on verra un petit peu après, mais qui dit que 96% aujourd'hui des directions générales souhaitent investir dans le e-commerce en ligne, donc quasiment la totalité. Donc ça concerne toute entreprise. Ça c'est clair et net. Et puis après, il y a aussi les acteurs, des des pure players, on va dire, du commerce en ligne, qui sont nés dans le digital et qui construisent également leur croissance à travers le digital et qui naturellement vont avoir besoin également de répondre aux attentes de ces acheteurs qui ont évolué, les acheteurs B2B, dont les comportements tendent à se rapprocher de plus en plus d'un comportement B2C, et c'est normal finalement. Tout professionnel est avant tout un particulier, un consommateur qui a vu les modes de paiement évoluer, qui a vu les mécaniques d'achat évoluer, l'expérience client évoluer dans ses habitudes d'achat B2C et qu'il a envie de voir répercuter dans ses habitudes de consommation en B2B. À titre d'exemple, on peut peut-être passer à la slide après, l'âge moyen d'un acheteur B2B aujourd'hui, c'est 42 ans. Donc c'est quelqu'un qui est né dans le digital, qui est rompu aux nouveaux outils, qui est rompu à aller s'approvisionner sur des canaux digitaux. Et donc, il va rechercher les mêmes expériences, et notamment des expériences sur, en effet, la disponibilité des produits, donc avoir accès à un vaste catalogue, la possibilité potentiellement d'aller sur des marketplaces. Pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, on a plus d'une centaine de marketplaces en France en B2B, comparé aux 42 000 sites B2B. C'est encore très peu, mais c'est en plein développement. Et donc, cet acheteur B2B, aujourd'hui, il a des attentes très, très similaires. Il va comparer les prix. Il faut savoir qu'avant de faire un acte d'achat, l'acheteur B2B, il consulte plus de 12 sites. Donc, c'est conséquent. Il y a potentiellement une extrême volatilité d'un acheteur B2B sur les sites de commerce en ligne. Mais vu le contexte, dans un premier temps, c'est aussi la disponibilité des produits qui va l'intéresser. La partie prix, bien sûr, avec la possibilité d'avoir des devis personnalisés. Et puis, l'expérience utilisateur, l'expérience client qui va se procurer sur le site e-commerce, et de là aussi découle l'évolution qu'on trouve sur les aspects paiement. Les aspects paiement en B2B tendent également à se rapprocher de ce qu'on trouve sur le B2C, à savoir là où on était dans le B2B plutôt sur des moyens de paiement asynchrones, du virement, du prélèvement, du chèque. On va tendre vers des moyens de paiement un peu plus en temps réel, et ça aussi à la faveur de l'open banking, avec ce qui est proposé par nos confrères aujourd'hui, tout ce qu'on trouve autour des paiements par initiation de paiement, virement instantané. Et donc, retrouver un site marchand aujourd'hui doit pouvoir proposer tous ces moyens de paiement pour satisfaire l'acheteur B2B. Si on peut passer à la slide d'après, merci. Donc, in a nutshell, j'appelle ça en condensé, quelques différences majeures pour bien resituer également les principales différences. Donc, en B2C, en effet, on a plutôt tendance à trouver du prix fixe. En B2B, on est plutôt sur des prix dynamiques. Il y a également la partie paiement qui va être un petit peu différente. Là où en B2C, on est plutôt sur soit du paiement comptant, soit du paiement fractionné en plusieurs fois. En B2B, on va plutôt être sur du paiement à crédit, donc du paiement différé, selon la loi de modernisation de l'économie, 30, 45, 60 jours. Et puis, surtout, en paiement, aujourd'hui, sur les sites B2B et dans le monde traditionnel du B2B, on est plutôt sur du virement à 80%. Et c'est là que se font les évolutions aujourd'hui pour proposer beaucoup plus de moyens de paiement. Et puis ensuite, c'est sur la mécanique d'achat. La mécanique d'achat B2C, souvent, c'est une mécanique qui implique un comportement plutôt émotionnel, coup de cœur de l'acheteur, alors qu'en B2B, on est sur un processus qui est très rationalisé, qui est un petit peu plus long et qui va nécessiter d'avoir peut-être un système de workflow, de décision, parce que celui qui va consulter en premier et constituer un panier n'est peut-être pas celui qui va prendre la décision, in fine, de payer. Et ça, Bertrand, tu le mentionnais, l'évolution également dans les outils utilisés par finalement les jeunes générations aussi d'acheteurs. On tend vers aller aussi vers du mobile, même si maintenant, enfin aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est quand même le portable.
J'ai un chiffre d'ailleurs sur le mobile, hein, j'étais pas tout à fait d'accord. Achat majoritaire à partir d'un mobile, achat majoritaire réalisé à partir d'un ordinateur. Là, j'avais un chiffre qui est BCG 2017 qui indique que 80% des acheteurs B2B utilisent le mobile au travail et plus de 60% d'entre eux affirment que le mobile a joué un rôle important dans un de leurs achats récents, B2B donc. Le mobile, ça reste à déterminer parce que tu as le mobile. Le mobile, c'est un contenant et après, tu as plusieurs façons de payer avec le mobile. Ah oui, je parle pas de payer, là, je parle d'accéder aux offres avec un mobile. C'est vrai que traditionnellement, on avait les catalogues ou les commerciaux qui passaient, après on a eu le site. Et de plus en plus, il y a des options à partir du mobile pour se réapprovisionner dans tout un tas d'industries. Hein. On a compris, donc finalement, le site e-commerce B2B, l'acteur qui se lance dans le e-commerce, c'est un levier extrêmement important d'attractivité, d'augmentation potentiellement de ses marges en allant chercher des paniers d'achat plus importants. C'est aller chercher de la fidélité aussi auprès de clients qui seraient satisfaits et qui reviendraient acheter, donc c'est de la récurrence. C'est potentiellement aller chercher des acheteurs à l'international. Si le site marchand répond à des contraintes et est capable de mettre en place un site avec de l'expérience utilisateur, des prix spécifiques, une mécanique de décision d'achat adaptée au process des entreprises qui s'approvisionnent et des modes de paiement adaptés. Tout ça conjugué fait qu'aujourd'hui, notamment quand on accorde du délai de paiement, fait que l'entreprise supporte un risque, ça c'est évident, et que l'émergence et l'essor du e-commerce B2B fait aussi apparaître des nouveaux risques, des clients avec lesquels la relation est virtuelle, qu'on connaît un peu moins, qui peuvent être à l'international, des clients variés. Tout ça, ça fait peser un risque sur l'entreprise marchande, risque qu'on appelle l'insolvabilité. Donc, c'est nous ce sur quoi on travaille chez Allianz Trade, c'est-à-dire couvrir l'entreprise d'un risque d'impayé, la protéger et protéger sa trésorerie. Et il y a aussi le risque de fraude. Surtout dans les périodes actuelles, ouais, je pense. Absolument, évidemment. Surtout dans les périodes actuelles. Donc ça, c'est un peu pour faire l'étalage également de toutes ces parties risques. Et maintenant, on peut se poser la question comment on s'en prémunit, quels sont les outils dont on dispose à travers les nouveaux moyens de paiement, à travers les expertises des entreprises. Notamment, nous, on travaille avec un certain nombre de partenaires justement qui ont ces expertises et dans lesquelles on vient s'interfacer pour proposer des solutions d'assurance et donc proposer aux clients une expérience intégrée de paiement et d'assurance. Et je vais passer la main justement à Mehdi pour la prochaine partie. Ouais, merci Gilles. Si on peut revenir juste à la slide d'avant. La B2C. Ouais, s'il te plaît, merci Gilles. Donc oui, effectivement, nous chez SSP, autant qu'établissement de paiement, on va venir finalement accompagner nos clients sur un large panel de sujets qui vont être liés à la thématique de paiement. Nos clients sont aussi bien donc des marchands qui opèrent dans le B2B et on retrouve effectivement les mêmes niveaux de risque, mais également des marchands qui vont opérer dans le B2C. Et si on braque les projecteurs côté B2C, je vais retrouver également finalement ces mêmes deux niveaux de risque que tu as évoqués. Donc d'où la convergence finalement de ce qu'on disait, le thème de notre webinaire aujourd'hui. Donc c'est la convergence des paiements et des risques. Donc on retrouve également cette convergence avec ces deux niveaux, un niveau de fraude et un risque lié aux impayés. La fraude, on l'entend ici dans le sens où il y a une utilisation frauduleuse, un détournement d'un moyen de paiement ou d'une identité pour pouvoir effectuer un achat. Et la partie impayée, elle est fortement corrélée également à la fraude, mais on va retrouver d'autres facteurs qui induisent de l'impayé en dehors de la partie fraude. Et ces deux niveaux de risque vont être extrêmement exacerbés par plusieurs facteurs. Si je prends aujourd'hui, par exemple, de la cyberfraude, nous, autant qu'utilisateurs d'Internet, on va laisser traîner un certain nombre de données et de coordonnées bancaires sensibles sur Internet. Bien entendu, ces données sont supposées être gérées par des acteurs qui sont habilités à le faire avec des niveaux de sécurité adaptés, mais le risque persiste et on va le voir par la suite avec des chiffres où le niveau de fraude peut être extrêmement élevé. On parlait de la partie BNPL aujourd'hui, et donc les clients B2C exigent également de l'instantanéité et ça va s'appliquer également au BNPL.
C'est-à-dire que quand on fait un paiement, même en paiement plusieurs fois ou en différé, ben, on s'attend à ce que la décision de l'accord de ce crédit se fasse en instantané, comme si je faisais un simple paiement comptant. Donc, tous les systèmes de scoring vont devoir être de plus en plus performants, prendre des décisions en temps réel, sans pour autant dégrader l'UX utilisateur ou le taux d'acceptation sur ce genre de transactions. On a également des événements de conjoncture qui font qu'effectivement, ben, on va avoir des risques d'impayés qui vont être de plus en plus élevés, des parcours d'achat sur du multicanal, in-store, online avec de la VAD, tout ça, ça se mixe. Donc tout ça, ça fait qu'effectivement, les niveaux de risque vont être de plus en plus importants et vont en tendance finalement à converger entre le B2B et le B2C. Pour donner une idée, si on peut, s'il te plaît, passer à la slide d'après, voilà. Quand on parlait de fraude, juste pour vous donner une idée de ce que ça peut représenter, en 2021, à la fraude représentée sur les différents moyens de paiement qui existent, plus de 1,2 milliard d'euros. Donc, tout ça, c'est de l'argent qui est perdu. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra jamais faire passer cette fraude ou ce niveau de risque à zéro. C'est vraiment en fait un équilibre à trouver entre un taux d'acceptation et ce qu'on est prêt à supporter comme niveau de risque. Et c'est tout l'équilibre qu'il va falloir trouver parce que réduire la fraude à zéro ou réduire le risque d'impayé à zéro, il faut avoir un taux d'acceptation quasiment nul pour ne pas prendre de risque dessus. Et le but, c'est de pouvoir justement activer différents leviers sur toute la chaîne. On va passer à la slide d'après, voilà, sur toute la chaîne order to cash pour pouvoir à chacun de ces maillons venir apporter des actions qui vont venir réduire ce risque de fraude et ce risque d'impayé par la suite. On va commencer avec des systèmes de scoring, par exemple. Aujourd'hui, chez SSP, on peut passer à la slide d'après, s'il te plaît. Voilà. On va utiliser donc un scoring 3.0 qui va s'appuyer donc sur des méthodes de machine learning et de big data. On va venir consulter d'abord des bases de données internes avec des débiteurs qui vont être mutualisés à travers de l'intégralité de nos marchands, des bases de données externes, des règles de métier, de ce qu'on peut retrouver un peu partout, donc avec des encours, la vélocité, des montants minimum, maximum. Ah, voilà, c'est un ensemble de variables. Il y en a plus de 250 qui vont venir pour être analysées. Et ça, c'est le premier filtre qui va nous permettre déjà, dès le départ, de pouvoir choisir un niveau de risque qu'on souhaite prendre. Et puis, au travers de ce niveau de risque, se dire, OK, on y va ou on n'y va pas. Ça, c'est le premier levier qui peut être activé. Le deuxième levier qui va pouvoir être activé pour éviter effectivement ce taux d'impayé, c'est d'abord de proposer le ou les moyens de paiement qui vont être les plus adaptés à une situation donnée. Parce que pour un montant différent, un panier différent, une typologie de payeurs différents, B2B, B2C, une modalité de paiement différente, je paye en comptant, je paye en plusieurs fois, certains moyens de paiement vont être plus adaptés, vont me permettre, un, d'optimiser l'acceptation, deux, de me prémunir du risque. Là, c'est la slide d'après, voilà. Et donc, on va venir finalement utiliser tous ces moyens de paiement, chacun a ses avantages, chacun a ses limites, et on va pousser le moyen de paiement qui va être le plus adapté à une situation donnée, à un acheteur donné, à un contexte donné, à un moment d'achat donné, à un panier donné, à une nature d'achat donnée. Et tout ça, ça va nous permettre effectivement d'optimiser le taux d'acceptation et de limiter par la suite également le risque. Une fois, on peut passer. Après, juste sur ce slide, le moyen de paiement n'est pas forcément drivé simplement par le risque. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est important en B2B, la carte bancaire, les circuits de validation sont pas forcément les mêmes. Celui qui achète n'est pas forcément celui qui paye, donc celui qui achète n'a pas forcément la carte, ou même s'il a la carte, en B2B, on le sait, il y a des paniers plus élevés, les plafonds cartes vont être rapidement atteints. Donc voilà, tout ça fait qu'il faut mixer à la fois évidemment le risque, mais aussi la nature du paiement et la modalité d'organisation de l'entreprise en face pour organiser ces moyens de paiement, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est ce qu'on disait, effectivement, c'est le mix entre le risque et le taux d'acceptation. Parce qu'effectivement, si j'utilise de la carte bancaire dans un environnement B2B sur un panier élevé,
le taux de réussite de cette transaction va être extrêmement faible. Et c'est ça. Mais par contre, pour un petit achat, même en B2B, ça peut être opportun d'utiliser de la carte bancaire en fonction effectivement de la nature de l'achat, du montant, de qui va payer, de qu'est-ce qu'on achète, etc. Ok, on va également, donc, on parlait de convergence, et là aussi, c'est un point extrêmement important. On entend depuis quelques années le mot BNPL qui revient à toutes les sauces. Il est déjà extrêmement mature au niveau B2C, donc voilà, certains domaines d'activité sont extrêmement matures, d'autres sont en cours de rattrapage. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une forte appétence également au niveau B2B pour des solutions de BNPL qui peuvent être financées, donc qui permettent aux marchands de venir et de se dire « Ok, très bien, moi, j'ai un levier que je peux activer pour faire plus de business, pour augmenter mon panier moyen, pour augmenter mes ventes, mais je ne veux pas subir finalement cette contrainte qui va être sur mon DSO, sur ma trésorerie. » Donc, comment combiner les deux? Justement, des solutions de financement et de BNPL sur le B2B voient le jour. Aujourd'hui, chez SSP, effectivement, on en propose une qui permet de gérer toujours en gardant cette fluidité, cette simplicité, cette digitalisation du parcours du payeur, de pouvoir proposer des solutions qui vont être adaptées à ces situations. Comment vous gérez la notion de ce que je vois sur ici, là, Oui. virement plus prélèvement, du virement en plusieurs fois? Tout à fait. Comment vous gérez ça? Alors, c'est pas justement, on utilise et on mixe les différents moyens de paiement qu'on a à notre disposition. Si on prend un paiement en plusieurs fois, en 4 fois, et que la première échéance va se faire tout de suite, le meilleur moyen pour nous de pouvoir s'assurer que ce premier paiement va se faire et donc de valider derrière toutes les notions de validation du couple IBAN-porteur du payeur, c'est d'utiliser de l'initiation de virement. Donc, sur la première échéance, on va utiliser un paiement par virement initié. Oui. Et puis, les autres échéances qui vont venir par la suite, donc elles vont être programmées à 30 jours, à 60 jours, même à 90 jours plus tard. Là, un virement, effectivement, n'est pas du tout adapté parce que voilà, il va pouvoir être annulé. On va plutôt privilégier du prélèvement bancaire et donc mixer pour le même paiement deux moyens de paiement qui vont venir être complémentaires pour pouvoir optimiser l'encaissement. Ok. Voilà, donc tout ça dans un environnement, effectivement, ça peut se décliner sur différents canaux de vente, notamment sur du e-commerce. Et je pense que Gilles, effectivement, aussi au niveau d'Alliance Trade, vous avez mis en place un certain nombre de connecteurs qui vont permettre de pouvoir proposer également donc, du financement à travers du rachat sur des sites. Ouais, absolument, Mehdi. Dans le e-commerce, en effet, la clé, c'est l'instantanéité, le temps réel et conserver un parcours de vente extrêmement fluide. Hein, que ce soit le site e-commerce ou bien le client final qui veut passer sa transaction, il ne peut pas attendre. Il a besoin vraiment que tout se passe en temps réel. L'enjeu, et tu en as parlé sur le BNPL, en fait, cette nouvelle tendance qui à la fois propose du paiement différé et propose du financement pour le marchand, le BNPL doit s'opérer dans un parcours totalement intégré sur le site e-commerce ou sur la marketplace. Le BNPL, on travaille dessus. On a lancé également une offre de BNPL. Donc, nous, Alliance Trade, on est en mesure aujourd'hui d'apporter cette solution aux e-commerçants et aux marketplaces. Si vous voulez, nous, comme je le disais, Alliance, c'est un acteur extrêmement innovant. Et finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a digitalisé l'ensemble de notre chaîne de valeur. Alors, la chaîne de valeur, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord du scoring, c'est la capacité d'assurance, c'est la partie gestion du risque. Et ensuite, c'est le recouvrement et l'indemnisation. Toute cette chaîne de valeur, on l'a digitalisée à travers nos solutions par API, ce qui permet de s'imbriquer directement auprès des acteurs du e-commerce, auprès de prestataires de services de paiement qui vont eux-mêmes proposer du paiement intégrant de l'assurance et également auprès des acteurs qui proposent du financement. Et la clé dans le B2B, hein, nous on est vraiment spécialisé dans le B2B, la clé dans le BNPL, c'est le scoring. C'est savoir en temps réel, est-ce que on va être en mesure de proposer du financement et en même temps de proposer du paiement à crédit. Donc ce scoring B2B, et Mehdi en a très bien parlé de la façon dont
dont SSP l'opérait. Nous, le scoring, c'est finalement l'analyse des entreprises, que ce soit en France et à l'international. Aujourd'hui, on analyse plus de 80 millions d'entreprises dans le monde et l'on fait à travers d'analystes crédits qui vont à la rencontre d'entreprises et qui vont analyser la santé financière de ces entreprises, comprendre leurs perspectives et de là, finalement, émettre des notes de scoring qui vont nous servir derrière à prendre ce risque finalement d'assurance. Et donc aujourd'hui, on peut se targuer en fait d'avoir finalement une information précise sur l'ensemble des entreprises en France et à l'international. Et ça, c'est clé, puisqu'en fait, le principe, c'est que l'API, donc ce petit connecteur virtuel branché au site e-commerce, va pouvoir appeler la base de connaissances, le moteur de décision d'Alliance Trade pour avoir une réponse et lui dire oui, tu peux proposer du paiement différé et être couvert sur cette transaction. Et ça, en temps réel, donc on délivre automatiquement des garanties d'assurance au moment de la transaction. Et ça, c'est complètement innovant. Et derrière, on peut voir en effet la page de paiement, la page de checkout qui va afficher du paiement différé. Donc, c'est du paiement différé complètement sécurisé. Donc, alors, ouais, la page ça s'affiche dynamiquement en fonction la page s'affiche dynamiquement, exactement, en fonction de ce qu'a répondu notre moteur de décision, en fonction du retour, tout à fait. La page de paiement va s'adapter. Donc, évidemment, cette API, elle va servir à s'intégrer directement au site e-commerce, au marketplace. Tout site e-commerce peut venir intégrer notre API d'assurance, qui derrière, bien sûr, en cas d'impayé, va faire du recouvrement et indemnise dans tous les cas le site e-commerce ou la marketplace. Et cette API, elle peut aussi servir à des prestataires de services de paiement qui souhaitent intégrer un service d'assurance et embarquer dans leur proposition de paiement de l'assurance, tout comme la partie BNPL. Si on détaille un peu sur le moteur de scoring, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les crédits de bureau là pour les particuliers. En France, je ne crois pas que c'est autorisé. Ouais. Et pour les entreprises, en revanche, j'ai un doute là. Est-ce que c'est possible en Europe ou en France d'avoir des bases d'entreprises et quelque part déjà de scores d'entreprises? Tout à fait. Nous, on a une information propriétaire. J'en parlais tout à l'heure, la façon dont on va analyser les entreprises. Aujourd'hui, on le fait à travers nos réseaux d'analystes qui rencontrent les entreprises au quotidien, qui comprennent aujourd'hui quelles sont leurs perspectives, qui analysent les bilans, les comptes de résultats, qui évoquent également les perspectives sur la partie trésorerie. Donc, c'est vraiment de l'information propriétaire extrêmement précise qui a été finalement digérée et derrière, on y met aussi notre intelligence pour finalement émettre ce scoring qui va permettre ensuite au site e-commerce de prendre finalement une décision de proposer du paiement différé. Et d'ailleurs, il sait qu'on l'assure. Et aujourd'hui, les évolutions qui sont possibles, et si je fais une petite parenthèse pour finalement me projeter un petit peu dans les quelques mois ou années à venir, demain, le monde, notamment via l'open banking et surtout l'open finance, va permettre des avancées considérables et un champ d'opportunités bien plus grand, puisque des informations vont pouvoir être récoltées en temps réel à partir de solutions de trésorerie, à partir des comptes bancaires, à partir aussi d'informations commerciales qu'échange peut-être le marchand avec son acheteur pour enrichir la donnée et permettre d'apprécier encore mieux le risque et de prendre des couvertures d'assurance encore plus précises et adaptées aux besoins des clients. Parce que tu dis demain, mais aujourd'hui, c'est encore balbutiant. Aujourd'hui, on a l'open banking. Oui, mais... si demain, on va vers l'open finance, qui est beaucoup plus large, les opportunités seront encore plus importantes. Et tout ça pour améliorer l'expérience utilisateur dans l'utilisation des solutions et dans l'accessibilité à ces solutions d'assurance qui sont importantes. Que ce soit la TPE-PME ou le grand groupe, aujourd'hui, tout le monde a besoin d'opérer ces paiements différés. D'accord. Et pour faire de l'open banking, il faut quand même l'autorisation de l'acheteur. Parce que par un moment donné. Il faut l'autorisation de l'acheteur, il faut bien sûr être un acteur agréé dans un premier temps et passer par ces acteurs agréés et bien sûr recueillir le consentement de l'utilisateur. Totalement. Donc ça se fait en amont, ça se fait pas au moment du parcours. Ça c'est vous dans vos process back-office qui avez cet enrôlement des entreprises qui sont déjà faits. Vous pouvez interroger au fil de l'eau. Merci Gilles. Juste pour avancer, parce qu'on va être rapidement pris par le temps, mais alors là, dans le contexte où ça se passe bien, c'est parfait, mais qu'est-ce qui se passe en cas d'impayé? Et là, on va passer la parole à Yann. Merci pour l'invitation, merci pour
pour ce webinaire. Si on revient juste au slide avant, on aurait pu écrire comment gérer le recouvrement en fonction du moment. C'est un petit peu ce qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est que il y a deux adages que j'ai mis en avant. Le temps est l'ennemi du recouvrement et il ne sert à rien de partir trop tôt, il faut partir à point. Donc c'est un petit peu ce que je vais décrire pendant ces 10 minutes. Donc tout d'abord, savoir un petit peu d'où on vient et quelle est quelque part notre légitimité. La légitimité, elle vient d'SSP, puisque on vous a parlé avec Mehdi de garantie. Et donc, en cas de défaut de garantie, en cas d'impayé sur cette garantie, la structure qui a géré le recouvrement pendant des années au sein de SSP, de Worldline au départ, c'était Arabor. Et donc, cette structure, on a décidé avec le président du groupe, avec Eddy Combier, de l'ouvrir finalement au marché. Et on l'a ouvert au travers d'une société que l'on a nommée SSP Collect. On s'est dit, quitte à s'ouvrir au marché, autant s'ouvrir avec un nom qui parle, et SSP Collect. Eh bien, c'est pas que la promesse est dans le nom, mais on comprend immédiatement de quoi il s'agit. On a assez rapidement agrégé des offres dans notre catalogue. Nous avons fait une double opération d'acquisition externe en intégrant un réseau de recouvrement international. On parlait tout à l'heure de recouvrement chez Allianz. Allianz, on a travaillé pour eux pour une créance à Djibouti il y a quelques semaines, parce qu'on a cette capacité avec ce réseau à adresser le marché en Europe et dans le monde. Et on a lancé également deux solutions, et je parlerai plus particulièrement d'une notamment. Voilà, je ne vais pas m'étendre, mais voilà qui nous sommes. On peut cliquer sur les deux, comme ça je vais avoir les deux qui apparaissent tout de suite. On a deux grands principes d'action. Alors chez SSP Collect et généralement aussi chez mes confrères, on agit soit au nom du client, soit en notre nom. Alors au nom du client, on va parler de Collectel, de relance téléphonique au nom du client, j'en parlerai un petit peu après. Chèque Easy est un moyen un peu has-been, quand je vous entends parler de moyens numériques, d'open banking, mais le chèque existe encore, donc on a une solution historique pour encaisser les chèques pour le compte de tiers. Les néobanques, vous voyez, c'est pas si has-been, les néobanques nous utilisent pour déposer des chèques en leur nom, qui n'ont pas forcément les structures pour encaisser de façon industrielle leurs chèques. Aujourd'hui, SSP Collect, c'est plus de 1500 chèques encaissés par jour, par exemple. Il y a encore des volumes. Et on agit en notre nom, donc là on fera ce qu'on appelle une rupture psychologique. Et là, du coup, un credit manager, un directeur financier qui a cherché à relancer, recouvrer par lui-même, et qui est un petit peu à bout de souffle ou à bout de force, pourra faire appel à nous pour faire une rupture psychologique, où on va après écrire en notre nom, et on expliquera que nous sommes mandatés pour recouvrer la créance impayée. Voilà, je ferme la parenthèse sur qui nous sommes. Donc ensuite, nous allons pouvoir parler du temps et l'ennemi du recouvrement. Donc phase 1, si je veux recouvrer vite et fort, je recouvre tôt. Alors, tout à l'heure, Mehdi vous a parlé de solutions pour SSP, les moyens de paiement. La force de notre système, c'est d'adosser à la brique technique une brique de relance. Aujourd'hui, lorsque l'on propose nos systèmes de paiement, on peut très bien leur proposer une option de relance dynamique sur directement leur IHM de paiement. Parce qu'évidemment, SSP met à disposition des IHM de paiement, de suivi de back-office. Ces IHM, évidemment, nous y avons accès. Et en cas de rejet de prélèvement, nous pouvons intervenir immédiatement au nom du client en cas de rejet de prélèvement, rejet technique, rejet de provision, peu importe. Ça, c'est une force importante, parce que déjà, la personne ne peut pas vous dire « bah non, c'est pas vrai ». Bah si, c'était il y a 2 jours. En plus, je peux vous dire quel marchand, je peux même vous dire à quelle heure. Je force un petit peu, mais à peine. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Alors, est-ce qu'on est unique sur le marché? Je sais pas, mais en tout cas, c'est une offre tout à fait pertinente parce que c'est pas très répandu pour le moment. Si on reclique une fois, on a une deuxième option, c'est encore plus fort, c'est qu'aujourd'hui SSP a la capacité de garantir ces transactions. Donc en cas de transaction en erreur, eh bien SSP va être en capacité à rembourser cette transaction, puisqu'il dit finalement je t'ai fait prendre un risque,
le risque malheureusement n'a pas été cohérent, pour m'excuser, pour te dédommager, je vais te rembourser. Ça, on le fait également. Et à cela, on peut également ajouter le recouvrement. Je vous envoie une facture électronique dans laquelle j'embarque un lien de paiement. Mais vous ne cliquez jamais sur ce lien de paiement. Vous êtes en impayé. Donc, vous êtes bien sur le système de SSP Collect. Donc, si on passe au slide suivant, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on a, c'est bien de dire le plus vite sera le mieux, c'est bien. Mais si on peut mettre à disposition des process et des moyens qui permettent finalement nativement de relancer immédiatement, parce que là on est sur de la relance, on n'est pas sur du recouvrement. J'ai acheté ma télé hier, elle est revenue en impayé, je suis appelé 2 jours après. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement frais. On propose également aux entreprises une offre qui s'appelle Collectel, qui, comme son nom l'indique, c'est collecté par téléphone. Donc c'est collecté par téléphone au nom d'eux. Donc en fait, on récupère, donc soit on est adossé à SSP, et là c'est la Rolls, hein, effectivement c'est dynamique, vous n'avez rien à faire. Hein. J'aurais pu écrire l'informatique, les EDI sont l'ennemi des process, parce que la difficulté dans ce métier, c'est qu'à partir du moment où vous prenez une balance, vous devez l'exporter dans un autre système d'information. Bon, c'est pas toujours évident. Là, moi aujourd'hui, je suis credit manager. Hein. Moi, mon métier, c'est de faire encaisser. Si je peux m'éviter des sujets IT, je m'en porterai mieux. C'est ce que l'on fait avec notre offre embarquée. Maintenant, il se peut qu'on n'utilise pas SSP, et donc on propose avec Collectel un système où vous m'exportez votre balance et on relance en votre nom. Alors ça, il y a des techniques, il y a des moments particuliers dans l'année. En ce moment, c'est la fin, mais ce sont les apurations de balance. J'ai un encours qui est un peu fort. Je vais closer mon année au 31 décembre. Le score Banque de France risque d'être mauvais car mon encours est trop fort. Donc, il faut que je lance une opération d'apuration de balance, faire rentrer le cash pour diminuer mon encours. Ça, c'est typiquement ce que l'on fait avec Collectel. C'est simple, hein, mais souvent, c'est ce qui est simple, ce qui marche le mieux. Donc ça, c'était la première partie. C'était plus je m'en occupe plus vite, plus mes taux seront performants. Parfois, on ne peut pas s'en occuper vite, on n'y a pas pensé, on a eu une difficulté, donc on va devoir recouvrer de façon un petit peu plus curative, un petit peu plus difficile. Donc là, c'est la deuxième partie que je vous propose. Alors j'ai mis un tiers de courir, vaut mieux partir à point. J'aurais pu appeler réfléchir avant d'agir. Parce qu'en fait, c'est tout l'enjeu, en fait. C'est que lorsqu'on est sur une créance très très fraîche, finalement, on n'a pas trop à réfléchir. C'est évident. À la 3 jours, le relais de prélèvement est patent dans l'IHM back-office. C'est évident. Maintenant, lorsque vous avez affaire à une créance, un impayé de 3 mois, 6 mois, 8 mois, vaut mieux réfléchir avant d'agir. Alors, on s'adosse, comme je dirais la plupart des grands professionnels aujourd'hui, d'intelligence artificielle, et on l'adosse via du scoring débiteur. Vous allez me dire, oui, c'est logique, scoring débiteur. En fait, vous étiez Atos Chèque Service, on a parlé de scoring chez SSP. Les mêmes data scientists nous ont fabriqué une scorecard, un scoring débiteur qu'on va voir juste après, sur le même modèle. Et ça prouve quelque part qu'on a une légitimité forte, puisque en fait, on brasse des données depuis des années à travers de SSP. Donc en fait, on a un retour d'expérience assez fort sur la data que j'ai hérité finalement d'SSP. Alors, qu'est-ce que c'est ? Évidemment, c'est augmenter la performance du recouvrement. Qui dit performance du recouvrement, c'est le taux et vitesse. Je suis jugé, moi, au quotidien par mes clients, par ma performance d'encaissement. On me dit, Monsieur Duchemin, vous avez 2 mois et vous devez atteindre tel seuil. Ça, c'est la performance intrinsèque d'un recouvrement. Comment ? Au travers d'une matrice. Alors ce matin, en discutant entre nous, je parlais de profiling débiteur. On va profiler finalement le duo dossier-débiteur. C'est très important cette notion. C'est pas une créance qu'on score, c'est pas le porteur de la créance, c'est bien le binôme entre celui qui doit de l'argent et qu'est-ce qu'il doit. Et quand, c'est ce que j'expliquais juste auparavant, le plus tôt sera le mieux. On ne se lance pas à corps perdu dans le recouvrement lorsque la créance est un petit peu âgée. Donc on va lui faire du redressement de données, faire du data quality management, donc on va vérifier si l'adresse est bonne, si elle respecte la norme postale, est-ce que la personne n'a pas déménagé, aujourd'hui
ça fait déjà pas mal d'années, la Poste, via le SNA, vend l'adresse. Hein, si vous déménagez, eh bien, cette adresse est vendue. Donc, on va procéder à cette qualification de données avant de lancer nos scénarios et nos actions. Et le scoring débiteur va être un élément majeur, important, pour optimiser notre recouvrement. C'est notre concept d'intelligence artificielle. Alors, on peut peut-être cliquer sur tous les maillons. On retrouve finalement l'approche de SSP, c'est normal. On l'a fait pour. On n'a pas réinventé la roue. Donc nous, par contre, nos indicateurs sont un peu différents que les indicateurs que Mehdi prend à l'entrée de la transaction. Donc nous, on connaît l'âge du capitaine, on connaît l'âge de la créance, on connaît la typologie de la créance, on sait où habite la personne. Donc évidemment, si vous habitez au fin fond de la Creuse, le potentiel payeur ne sera pas forcément le même que si vous habitez à Lille. Pas stigmatiser de ville ou d'endroit, mais vous comprenez bien que c'est différent. Hein. Il y a des études en Europe, plus vous êtes dans le nord, plus vous payez, plus vous êtes dans le sud, moins vous payez. Hein. Ça, c'est assez connu. Moi, quand je travaillais dans une société internationale, moi j'avais mes confrères de Norvège, de Suède, ils envoyaient un courrier, dans 50% des cas, ils avaient le paiement. Et quand je les ramenais sur mes plateaux de centre d'appel, ils faisaient les gros yeux, parce qu'ils disaient, mais pourquoi est-ce que tu appelles des débiteurs? Parce que le courrier ne suffit pas. Bref, je ferme la parenthèse, mais les comportements payeurs ne sont pas les mêmes en Europe et en France. Donc ces indicateurs qui sont le fruit en fait d'une réflexion et de pas mal d'années d'expérience, on va leur donner des poids, on va les faire passer dans un algorithme et via une fonction de régression logistique, on va trouver des corrélations et on va pouvoir en faire un score. Alors ce score évolue, hein, on est dans des concepts de machine learning parce que tous les jours, tous les mois, on recalcule ces poids. Donc nos data scientists réinjectent les données sur du réel. Donc là, cette fois, le code postal, on le connaît, on se connaît son comportement payeur, et c'est le système de machine learning classique. Hein, il n'y a rien de... Mais voilà, ça va mieux en le disant. Donc si on passe au slide suivant, juste pour modéliser et expliquer, bah, on fait des catégories assez simples, on fait des segments de cohortes. On va dire, bah voilà, cette population, son potentiel payeur est faible. Cette population, c'est le ventre mou. Elle a un comportement classique. Par contre, cette population, il est très fort probable qu'elle paye au bout d'un courrier ou deux, parce qu'elle sera plutôt de bonne foi, parce que c'est peut-être un oubli. Et donc nous, tout le travail que l'on va faire avec nos équipes, ça va être d'orienter nos actions pour optimiser nos actions et accélérer le délai de recouvrement. Bon, je vous ai mis juste en dessous le nombre de transactions que nous avons vu passer en 2021 avec SSP. Hein. Donc on parle de 6,3 millions de transactions, 2,7 millions de porteurs, donc de clients, de débiteurs potentiels. Donc on commence à brasser une quantité de données non négligeable, qu'elles soient en B2B ou en B2C, j'aurais dû le préciser. Ensuite, une fois qu'on tient ces segments, ces catégories de dossiers, de binômes, débiteurs, dossiers, eh bien on va au travers d'un arbre décisionnel décider quel scénario, si vous pouvez cliquer sur le suivant, sur quel scénario on va l'envoyer. Et je refais une analogie avec l'objet de ce webinaire, c'est que l'approche est la même qu'on soit en B2B, en B2C finalement. Alors, en B2B, vous allez avoir via du sirénage des informations sur les sociétés. En B2C, l'adresse du débiteur sera plus importante, mais en tout cas, l'idée de dire en fonction du score, je route sur un scénario approprié, c'est bien l'objet. On peut également, je ne l'ai pas développé là, mais on peut également avoir une approche Champion Challenger, où pour lancer une scorecard, lancer une typologie de créance, on dérive 10-20% des dossiers de façon aléatoire. On les fait passer dans un système de score, on vérifie les courbes d'encaissement, et puis les autres, on les gère normalement. Et on vérifie que notre score a bien eu une influence. Ce sont des approches de Champion Challenger qui peut nous arriver de faire. Et enfin, pour conclure, et je pense que je l'aurais été dans les temps, donc comme je l'expliquais, plus on intervient tôt, plus c'est facile, très clairement. Donc on a tout intérêt à utiliser des solutions all-inclusive, complètement embarquées de type SSP, SSP Collect, où là le creditman n'a pas à se poser de questions. On envoie des liens de paiement. Si les liens de paiement sont en défaut, il y a une voiture balai qui permet de faire un rappel immédiat sur le débiteur.
Donc c'est ce qu'on explique au début. Si le recouvrement est plus âgé, eh bien, il faut, alors c'est peut-être pas une boussole ni une loupe, mais il faut réfléchir avant d'agir. Donc il ne faut pas partir trop tôt, il faut analyser la data, la qualifier et ensuite agir. Et donc que ça soit en B2B, en B2C, les adages sont respectés, le temps est limite du recouvrement et il ne sert à rien de partir trop tôt. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur le recouvrement. Merci Yann. Alors, on a un petit peu de temps pour quelques questions, j'imagine. C'est tellement clair qu'il n'y a aucune question sur le chat, en fait. Donc, peut-être que si, en fait. Donc, il y en a une. Quid de la récupération d'argent sur la vraie fraude? Donner carte usurpée. SSP. Alors, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, la fraude, il va falloir mettre en œuvre des actions pour pouvoir la limiter au maximum. Effectivement, s'il y a une fraude, aller par la suite récupérer de l'argent dessus, il faut vraiment agir en amont pour que cette fraude, je ne veux pas dire qu'elle soit réduite à zéro, c'est ce qu'on a dit, on ne peut pas la réduire à zéro, sinon notre taux d'acceptation va être également très proche de zéro. Mais on va mettre en place un certain nombre d'actions au travers le scoring en avant, au travers la proposition de bons moyens de paiement qui vont être adaptés au travers de différentes actions pour la limiter au maximum. Une fois qu'on a subi cette fraude, ça s'appelle une fraude subie. Donc effectivement, voilà, c'est fraudé, c'est très difficile de pouvoir, en tout cas sur de la carte bancaire, pouvoir récupérer du paiement dessus. Après Eric, là on est en B2B, mais en B2C, il y a les règles de responsabilité qui s'appliquent et qui potentiellement peuvent permettre de faire porter la fraude, non pas au marchand, mais à la banque. Oui, pour rebondir également par rapport à ce que vous avez dit, peut-être se risquer peut-être à une autre approche, c'est se dire, c'est aussi nous quand on met en place auprès de nos assurés une assurance. Finalement, c'est un cercle vertueux l'assurance, parce que quand on prend une assurance, et on essaye aussi de mettre en place des choses pour se prémunir de la fraude. Alors, ça peut arriver bien sûr, mais c'est comme quand on prend une assurance habitation, on attend aussi que la personne fasse attention, peut-être mettre un verrou, ne laisse pas sa porte ouverte. Et donc finalement, moi c'est comme ça que je l'aborde aussi, c'est un peu l'état d'esprit que j'ai, c'est que nos assurés, quand on les accompagne, il y a aussi des actes de prévention qu'on fait avec eux pour les accompagner justement, parce que l'assurance, c'est pas uniquement être là quand il faut indemniser, c'est aussi tout ce qu'on fait sur la prévention. Ça, c'est extrêmement important. On a une question qui concerne plus l'offre de SSP sur SecDB Pro. Comment se déroule le parcours d'achat avec la solution BNPL? Alors, de façon très simple, aussi simplement qu'un parcours d'achat sur un paiement en dehors de la partie BNPL. C'est-à-dire que le client, le payeur, finalement, il va simplement effectuer son paiement comme il a l'habitude de faire au travers, donc comme on l'a vu tout à l'heure, soit un paiement par prélèvement, soit un paiement mixte virement-prélèvement. Ça ne change absolument rien pour lui, pour son parcours. Et pour le marchand, à la différence, donc il va initier lui-même ce paiement et il va rajouter simplement une facture qui va être adossée lors de la génération du paiement, qui va nous permettre de pouvoir venir financer cette facture. Ok, parfait. Merci beaucoup, Mehdi. Il nous reste 3 petites minutes. Est-ce qu'on peut, on le fait jamais, mais on peut faire une exception pour aujourd'hui. Éventuellement, si quelqu'un a une question, la poser à l'oral. Comme on est en comité plutôt restreint, on est une trentaine de personnes. La première question est toujours la plus difficile à poser. Pour nous, en fait, tout était clair. C'est pour ça qu'on ne réagit pas spécialement. Donc... Peut-être une question en termes de comportement de vos clients, hein, à l'un et à l'autre. Est-ce que vous observez c'est un peu évoqué avec le Nord qui paye mieux que le Sud. Est-ce qu'il y a des comportements différents ou des appétences différentes selon les marchés? Qu'est-ce qui émerge ailleurs et qui pourrait nous inspirer ici? Alors, moi, je vais peut-être faire un peu le focus sur cette notion de risque
on remarque effectivement qu'avec la conjoncture actuelle, les marchands, nos clients sont de plus en plus sensibles à cette notion de risque et souhaitent l'anticiper au maximum, que ce soit au niveau B2B ou au niveau B2C. Donc, non seulement ils nous sollicitent, mais ils souhaitent participer activement finalement à l'amélioration des systèmes qui vont leur permettre de pouvoir maîtriser bien le risque. Parce qu'effectivement, un risque, nous chez SSP, comme on l'a dit, on peut le prendre pour le marchand, mais ça a un coût derrière. Et c'est cet équilibre qu'il va falloir trouver. Donc, à la différence peut-être d'autres années, on a une participation active de nos clients dans l'amélioration des processus, ce que disait Gilles aussi, de prévention, de choses qui peuvent être mises en place côté marchand et de notre côté pour pouvoir finalement se prémunir de cette partie. Oui, je rebondis aussi sur ce que dit Mehdi, c'est très juste. Nous, finalement, quand on discute avec nos clients, en fait, on parle quasiment pas d'assurance, on parle quasiment pas de finance. En fait, on parle surtout de comment je développe mon activité en ligne, comment je vais chercher de nouveaux clients, comment je protège ma trésorerie, comment je gère mes flux. C'est ça que les clients assurés, finalement, viennent chercher. Et par rapport à ça, on peut se dire, oui, on sait protéger votre trésorerie. Et en plus, en fonction des demandes, parce qu'il y en a qui, certes, sont contents avec un paiement différé. Dans ce cadre-là, le marchand encaisse ses fonds finalement en 30, 45, 60 jours. Et puis d'autres vont avoir besoin d'une avance de fonds supplémentaire parce que quand on attend son argent 30, 45, 60 jours, ça tire sur le besoin en fonds de roulement. Et ça, c'est une donnée extrêmement importante pour les entreprises de la trésorerie. Et on voit que certaines entreprises aujourd'hui, par exemple celles qui sont en full B2B, peuvent avoir ces besoins de financement complémentaires à la transaction versus celles qui, en effet, ont du B2B et du B2C, où elles vont, du côté B2C, avoir du paiement comptant, donc équilibré, et peut-être n'avoir juste qu'à se prémunir contre un risque d'impayé avec un paiement différé. Puis si je peux juste rajouter un dernier point, dans une relation commerciale, finalement, l'étape paiement, c'est la dernière impression que va laisser un marchand à son client. C'est-à-dire que voilà, il aura beau tout bien faire, si la partie paiement, au final, elle est peu adaptée, elle n'est pas bien optimisée, elle n'est pas assez fluide ou que ça n'aboutit pas, finalement, c'est la dernière impression que va laisser un marchand, et surtout sur le e-commerce, que ce soit B2B ou B2C, à son client. Donc, il est très important de pouvoir soigner cette expérience-là, et la soigner va se faire au travers d'abord du choix du ou des bons moyens de paiement à apporter, et puis sur toute l'expérience et la fluidité d'usage que va avoir le client. Et là aussi, on remarque effectivement que les marchands sont de plus en plus sensibles par rapport à ça et prêtent une attention toute particulière à cette expérience de paiement qui va venir clôturer cette relation commerciale avec leurs clients. Et on y contribue, c'est notre discours permanent tout au long de l'année auprès des marchands, c'est de dire que le paiement, c'est pas seulement le paiement, c'est un ensemble d'opérations, un parcours, et c'est l'objet aussi de Mercatel de traiter l'ensemble de ce parcours et pas seulement le paiement. Moi, j'avais une petite question parce qu'on a parlé de B2C de marchands B2C qui font du B2B, et vous avez aussi des clients B2C qui vont acheter sur des sites de B2B. Alors, est-ce qu'il y a des process assurantiels où vous les distinguez? C'est pas forcément évident d'identifier un client B2C qui va acheter sur un site B2B. Un client particulier? Un particulier, oui. Ça arrive aussi de plus en plus dans la mixité des parcours et les frontières qui... Ça arrive, effectivement. Généralement, l'identification se fait côté marchand, c'est-à-dire quand il est sur le parcours d'achat, le marchand identifie déjà si c'est effectivement une entreprise qui est en train. Comment elle l'identifie? Au travers de son identité, des informations qui sont poussées, comme quand je constitue mon panier sur un site. Le site récupère un certain nombre d'informations sur qui je suis. Ces informations sont par la suite poussées au prestataire de services de paiement lors du check-out pour effectuer le paiement. Et c'est ce qui nous permet effectivement d'identifier si c'est un payeur entreprise, un professionnel, ou si c'est un particulier qui réalise. D'ailleurs, c'est clé, le process d'enrôlement des clients, le process qu'on appelle le KYC, Know Your Customer, c'est essentiel aujourd'hui.
Donc, on accompagne aussi les marchands dans ce process KYC qui est réglementaire et qui est extrêmement important. Donc, à reconnaître qui vient faire la transaction sur le site. Et donc, finalement, on s'est identifié assez vite quand vous n'avez pas de sirène, quand vous n'êtes pas en mesure de proposer un cabis, pour vous remettre sur un parcours un peu plus B2C. Voilà. D'accord. Dans le prolongement de ça, d'ailleurs, ça me fait penser, il y a de plus en plus de réflexions autour de l'identité numérique en B2C, pour identifier fortement, je parle pas d'authentifier, identifier, non pas le paiement, mais le client en entrée de site pour fluidifier le parcours en sortie de site. J'imagine que ce parcours de KYC en B2B répond également à cette exigence d'identifier fortement le client qui vient sur le site. Bien. Ce sera peut-être le mot de la fin, à moins que quelqu'un ait une ultime question à poser. N'hésitez pas. De toute façon, si les questions ne sont pas posées là, vous pourrez aussi les poser en bilatéral à nos intervenants, qu'on remercie chaleureusement d'être intervenus et de venir nous voir au bureau. Donc, merci à Gilles, à Mehdi, à Yann et à Lydia qui est passée aussi nous voir, et Bertrand pour les interventions, l'animation et tout ce qu'il faut. Donc, vous recevrez le support et le replay d'ici la fin de semaine, ainsi que les coordonnées des intervenants pour qu'après vous puissiez traiter en bilatéral sans que vous puissiez passer par Mercatel. Voilà, il me reste à vous laisser à vous souhaiter plutôt un très bon après-midi et à très vite. À très bientôt à tous. Au revoir. Au revoir.